Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Il y a certaines personnes âgées, bon, on va dire à l'époque, il n'y avait pas vraiment des douches, des choses comme ça. Donc ils n'ont pas été vraiment habitués aux douches. Donc en fait, quelque part dans leur mémoire aussi, ils ne savent pas trop. Enfin, ils savent ce que c'est peut-être de se coucher, mais ils n'ont pas eu. Donc maintenant, leur proposer la douche, leur parler de la douche, ça peut aussi. Vous avez entièrement raison, si vous voulez, on ne se rend pas compte à quel point il y a des gens qui détestent la douche, qui ne prenaient que des bains, par exemple. Bon. Il y a des gens qui ne savent pas, vous ne savez pas beaucoup aussi. Et puis en plus de ça, si vous voulez se déshabiller devant quelqu'un d'autre, pour aller sous la douche, alors qu'ils ne savent pas que vous êtes soignant, finalement, ils ne comprennent pas bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez violent. Alors, on arrive petit à petit à l'obtenir, mais ça ne vient pas toujours facilement. Et c'est vrai que c'est un problème, la douche. Pardon? Des fois, pas du tout. Des fois, ça ne vient pas du tout, oui. Et là, on se dit la chose suivante, puisque vous avez une salle de bain maintenant spécialisée, là, Léo, je pense qu'avec ces patients pour qui c'est très difficile la douche, vous pourriez essayer une fois ou deux, comme ça, de les mettre, de leur proposer un bain, avec de la mousse, avec un peu de parfum, avec un peu de musique, pour voir si finalement, dans un code qui est plus un code, je dirais, de balnéothérapie, ils n'accepteraient pas mieux de se laver comme ça. Il y a des patients qui n'utilisaient que des baignoires, qui ne voulaient pas se doucher. Il y en a qui se lavent au lavabo aussi, enfin, on voit de tout. Ce qui est toujours intéressant, c'est de demander aux familles quelles étaient les habitudes du malade. Bon. Ça, je crois qu'il faut toujours le faire. Donc, si vous savez que c'était quelqu'un qui était complètement contre la douche, bon, bah, évidemment, ça ne va pas être facile. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, je vous signale quand même, je pense que vous le savez, mais la baignoire qui est là, un énorme avantage, si vous voulez, c'est qu'elle lave le malade tout seul. C'est incroyable. Vous saviez ça? Bon, moi, j'ai eu du mal à le croire, mais il paraît que c'est vrai. Il y en a une qui a été mise à l'hôpital Sainte-Anne, et j'avais demandé à un collègue si vraiment les baignoires avec façon, ça lavait tout seul. Il m'a dit, écoute, j'ai pris un bain moi-même, j'avais pris une douche avant, l'eau est partie sale, donc j'en ai conclu qu'effectivement, ça dégrasse. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que bon, il y a des patients qui n'aiment pas qu'on les touche, qu'on les frotte, qu'on les nettoie, etc. Bon. Donc si on obtient du malade qui se met dans le bain, comme ça, avec un peu de mousse, un peu de parfum, un peu de ceci, un peu de cela, de musique douce, bon, on déclenche les ultrasons et on les ressort propre comme un sourire. Ça, c'est quand même un progrès, non? Vous l'avez essayé déjà, hein, et vous l'avez essayé plutôt avec des patients gravataires, je crois, avec des patients en fin de vie. Et je pense que ça peut être essayé aussi avec les patients qui sont tout à fait rétifs à la douche. Je me souviens d'un patient comme ça, qui était un type qui ne voulait absolument pas se laver. C'était vraiment un énorme problème, et on n'a jamais compris pourquoi. Hein. C'était un monsieur qui avait des fonctions assez importantes, et qui avait choisi de se couper un peu du monde. Il était là, dans la maison de retraite. Il n'était pas Alzheimer, d'ailleurs, curieusement. Il y a un monsieur qui, un jour, est arrivé comme ça, et a dit, moi, je veux maintenant terminer ma vie paisiblement ici. On lui avait dit, monsieur, il n'y a que des malades Alzheimer. Il dit, ça m'est égal, je ne sortirai pas de ma chambre, je vais être tranquille, ça m'est égal. Donc il n'était pas Alzheimer, et il y avait quand même des problèmes d'hygiène. Il s'est porté des problèmes d'odeur, et on s'est rendu compte que cet homme ne voulait jamais se laver. Et on n'a jamais compris pourquoi. Parce qu'on pensait quand même que dans sa vie, ça devait être différent. Donc c'est les histoires de toilettes, de pudeur, d'hygiène, tout ça sont des notions qui sont assez délicates. Je vais vous raconter d'autres histoires sur ce qui peut apaiser les malades. Ce qu'on appelle le sentiment de familiarité. Sentiment de familiarité. Et ici, c'est assez important parce que vous êtes dans un endroit qui a été le premier endroit en France à recréer l'ambiance de la maison pour prendre en charge les malades. On appelle les cantous. C'est M. Cossanel qui avait trouvé cette formule, qui vient du sud-ouest de la France, où on mettait dans des fermes un certain nombre de personnes âgées autour d'une table devant la cheminée,
et ils restaient ensemble, à vivre comme ça une partie de la journée. Et c'était très paisible. Et on a repris ce modèle finalement de la vie à la maison pour organiser les cantous et la prise en charge des malades d'Alzheimer. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a un effet apaisant sur les malades d'être dans cette ambiance. Vous n'avez connu que ça, donc vous n'avez pas connu autre chose. C'est comme ça ici depuis assez longtemps. Mais il y a des établissements où vous ne pratiquez pas ce genre de prise en charge, et avec des patients très déambulateurs. Vous savez qu'il y a un certain nombre de patients Alzheimer qui déambulent. Ils font parfois 5, 10, 15 km. Même ici, il y en a quelques-uns, mais moins qu'ailleurs. Et bien, dans un établissement où il y avait comme ça un patient qui faisait 15 km par jour, on avait fait des travaux et on avait aménagé un camping. Avant, celui-là, il y avait une salle commune, il y avait les grands couloirs, et le patient marchait sans arrêt, c'était assez pénible. Et puis on a fait un cantou, et tout d'un coup on a dit au malade, ben maintenant voilà, c'est là que vous allez passer la journée. Ce malade, du jour au lendemain, s'est arrêté de dormir. Il s'est posé, il s'est assis, il était bien. Parce qu'en fait, les malades d'Alzheimer, ce qu'ils recherchent, c'est un endroit, effectivement, qui est un endroit apaisant, et qui leur donne le sentiment d'être un peu comme à la maison. On appelle un sentiment de familiarité. Et il y a des organisations de la vie, des architectures, des décorations intérieures qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Et regardez la différence qu'il y a entre ça et ça. Alors, là, vous êtes dans un hall de gare. Je ne sais pas, ça ne ressemble pas du tout à la maison. Là, je vous dis que c'est un truc très moderne qui a été fait pour des malades Alzheimer. C'est joli, mais c'est une erreur totale. C'est pas rassurant pour les malades. Voilà. C'est pas rassurant pour les malades. Et par contre, ça c'est sympa. Vous voyez, là, c'est bien de se poser. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a des endroits où on fait des nouveaux espaces pour les patients Alzheimer et c'est plutôt grand, et puis il y a un petit recoin pour regarder la télévision où ils peuvent se mettre, mais c'est pas très grand, à 10-12. Ils vont tous se serrer dans le coin où il y a la télé, se serrer comme ça, et ils délaissent le grand espace. Et les trop grands espaces ne sont pas bons pour les malades Alzheimer. On a besoin d'un sentiment d'intimité. Voilà, comme ça, ce que je voulais vous raconter un peu rapidement sur la maladie d'Alzheimer. La mémoire, et puis la déborder aussi sur la question de la mémoire. Mais on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi les patients déambulent. Et une des hypothèses, c'est qu'au fin de compte, ils se sentent chez eux nulle part. Donc en fait, ils cherchent un endroit où ils pourraient se sentir chez eux. Voyez ? Et quand ils sont dans des lieux un peu étranges, comme celui-là, ils peuvent se mettre comme ça, à déambuler sans arrêt, en se disant c'est pas chez moi, il faut que j'aille vers quelque part où je me sente, voilà, pouvoir que ça puisse me rappeler la maison. Et il y a vraiment des architectures qui favorisent ça. D'avoir du mobilier comme à la maison, d'avoir une cuisine aussi, c'est très apaisant la cuisine. Les odeurs de la cuisine aussi, c'est très apaisant. Parce que là aussi, ça influence le comportement des malades. Vous voyez, si vous avez l'odeur de la tarte aux pommes ou l'odeur du chocolat, l'odeur du chocolat, c'est très apaisant. C'est très agréable. Bon, vous êtes d'accord ? Alors, quand on est dedans, on ne le sent plus. Mais ça influence le comportement des malades. Les odeurs aussi, les parfums. En Europe du Nord, ils font beaucoup de choses avec les parfums, les fragrances pour les malades Alzheimer. En France, on est un peu plus sceptique. Voilà. Et je termine, voyez-vous, sur cette image apaisante. Quand on voit ça, on est détendu, si vous voulez. Eh bien, voilà, je crois que ce sont ce type de messages qu'il faut envoyer aux malades, qui sont des messages qui sont tirés à la fois de la beauté, de la nature, de la vie intime, de la vie à la maison. Et vous montrez ce type d'image à un malade, il y a quelque chose qui se passe, si vous voulez, ça l'appelle aussi. Voilà. Je peux vous poser une question. Ah,
bien sûr, il faut. Vous avez toujours parlé des maladies d'Alzheimer, mais est-ce qu'on peut perdre la mémoire et ne pas avoir la maladie d'Alzheimer? Oui, il y a d'autres maladies qui donnent les pertes de la mémoire. Toujours Alzheimer, vous faites toujours référence à Alzheimer. Oui, parce que c'est, disons, parmi les troubles de la mémoire, c'est quand même les 2 tiers. Alors, vous avez une maladie neurologique qui donne de gros troubles de mémoire, qui est la maladie de Korsakoff. C'est pour les gens qui ont beaucoup bu, qui ont été alcooliques. Ils ont une destruction de la zone, justement, qui est la zone de l'hippocampe, comme dans la maladie d'Alzheimer. La maladie de Korsakoff, en général des grands alcooliques, et parfois aussi des causes toxiques, autres. Sans ça, comme maladie de la mémoire, vous avez aussi des troubles vasculaires cérébraux. Les gens qui ont les artères du cerveau qui se bouchent. Voilà, donc ça c'est l'autre grande cause aussi, le trouble de la mémoire, ce qu'on appelle la démence vasculaire. Enfin, quand vous prenez démence Alzheimer, enfin maladie Alzheimer, troubles vasculaires cérébraux, vous avez 90-95% des problèmes de mémoire. Vous avez aussi des troubles frontaux, démence frontale. Bon. C'est assez différent, les frontaux n'ont pas tellement de troubles de la mémoire. Ils ont surtout des troubles du comportement. Ils font des réflexions très grossières et très désagréables. Vous avez déjà vu des malades frontaux ici? C'est assez amusant, et c'est assez sportif aussi. Ils vous donnent des insultes, ils disent des gros mots, etc. Et ça n'a aucune importance. Pour eux, ça ne porte pas la conséquence. Ils ont perdu le sens des convenances. Vous voyez, c'est comme les enfants, parce que le lobe frontal, c'est le lobe qu'on éduque chez les enfants de 3-4 ans. Vous avez les enfants de 3 ans avec qui vous prenez dans la rue, oh la dame, elle a un gros nez rouge, maman, c'est bien. Tu passes ça, c'est bien. Bon. Eh bien, les gens qui ont des troubles frontaux, si vous voulez, ils font comme les enfants de 3 ans, et ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Ils disent, oh ben, elle est très vieille, celle-là, bon, voilà. Quelque chose encore bien pire. Des fois, oui. Hein? Des fois, c'est pire. Des fois, c'est pire, c'est salope, putain, etc., les choses insultes. Et alors, il ne faut jamais reprendre ces malades. Parce que pour eux, ça n'a aucune importance. Bon. Ils l'ont dit, mais 10 secondes après, ils ont oublié. Alors, ne jamais essayer de contrarier les frontaux. Ça, c'est un truc absolument une règle absolue. Sans ça, vous allez vous prendre une claque et vous allez aggraver la situation. C'est un peu difficile pour l'entourage. C'est clair. Voilà, mais les frontaux ont peu de troubles de mémoire. Donc, maladie Alzheimer, troubles vasculaires cérébraux, vous avez fait l'immense majorité des problèmes de mémoire. Après, les autres troubles de mémoire, c'est les troubles fonctionnels, réversibles. Alors, vous avez l'amnésique qui oublie tout. Ça se voit de temps en temps, ça c'est dans la presse en général. On a trouvé quelqu'un qui ne sait plus qui il est, qui ne peut plus donner son nom, on ne sait pas où est sa famille, alors on l'a mis à l'hôpital, parce que voilà, et on attend qu'il retrouve sa mémoire. Il n'a pas de maladie. C'est fonctionnel, c'est en général à la suite d'un choc psychologique ou d'une grande fatigue. Et c'est très spectaculaire, assez amusant. À manier avec beaucoup de délicatesse, parce qu'il ne faut pas leur faire retrouver la mémoire trop vite. Parce que parfois ça les perturbe. J'ai connu le cas avec un professeur de mathématiques qui n'avait oublié que les mathématiques. Je pense qu'il en avait ras-le-bol de son travail. Il avait vraiment oublié les mathématiques. Hein. Bon, et puis c'est revenu. Hein. J'ai eu un autre patient qui a eu, c'était extraordinaire. Dès qu'il buvait un petit peu d'alcool, il rentrait dans une espèce d'état second et il faisait un grand voyage. Il partait pendant 2 jours, 3 jours. Et au bout de 3 jours, il disait, mais qu'est-ce que je fais là? Et il avait un trou, il ne savait plus ce qu'il avait fait pendant les 3 jours qui est passé. Ça, ce sont ce qu'on appelle des épisodes crépusculaires. C'est fonctionnel, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, sauf que quand même, pendant 3 jours, si vous voulez, ne plus savoir ce qu'on a fait, c'est quand même gênant. Et il était très coupable parce qu'il était à une terrasse d'un café avec ses enfants quand ça lui est arrivé. Il a laissé tomber ses enfants. Il est parti se balader. Et au bout de 3 jours, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Et il était très inquiet de savoir ce qu'étaient devenus ses enfants. Qui heureusement avaient été pris en charge par quelqu'un qui les avait accompagnés, etc. Ça, ce sont des phénomènes rares. Je vous raconte ça, mais bon, ça ne se voit pas souvent, hein, fort heureusement. Mais dans la presse, il y a de cela 10 ans, je crois, il y avait un type qui jouait du piano, je crois assez bien, qui avait tout oublié, le reste, et il était en Angleterre, et on se demandait où il était, d'où il venait. Et il a fallu plusieurs semaines pour arriver à retrouver sa famille.
général, ce sont des gens qui sont fragiles psychologiquement et quand ils sont soumis à un stress, ils se protègent de cette façon-là. En situation de guerre, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent. Voilà. Un patient qui parle sa langue maternelle, Oui. qui comprend très bien ce qu'on dit en français, qui nous répond dans sa langue maternelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on ne comprend pas sa langue maternelle. Ah oui, d'accord. Qui ne veut pas parler en français. Qui peut plus, enfin qui veut pas. On ne sait pas s'il veut plus, s'il veut pas, on ne sait pas. Alors, ce qu'on peut penser quand même, c'est que s'il parle sa langue maternelle, enfin, attention quand même, parce que s'il a appris, ça dépend quand est-ce, à quel âge il a appris le français. Un peu tardivement, un peu tardivement. Ah oui. À la puberté, on va dire. Ouais, c'est pour ça que peut-être il peut peut-être avoir perdu le français. Parce que peut-être qu'il est mauvaise tête et que c'est comme ça lui plaît de parler comme la langue maternelle. Non, c'est pas le sentiment qu'on a. Pas le sentiment qu'on a. Par contre, il peut avoir perdu le français. Si, parce que comme c'est appris plus tardivement, il peut l'avoir perdu. C'est pas une hypothèse impossible. Maintenant, il y a peut-être Mais non, est-ce qu'il comprend quand on lui dit? Oh bah je comprends, il est mauvaise tête. C'est tout. C'est son choix. Il ne faut jamais oublier que les patients ont droit d'avoir leurs états d'âme, leurs humeurs, leurs choix, et que voilà, c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme, si elle a choisi de communiquer dans sa langue maternelle, c'est parce qu'elle a ses raisons. C'est vrai que c'est un défaut d'inhibition, par exemple. Elle n'arrive pas à ne pas retenir cette langue maternelle. Elle voudrait parler, parce que quand on lui dit elle voudrait parler français, mais au bout d'un mot, tac, elle repart sur la langue. Moi, je pense que dans sa langue maternelle, elle a des satisfactions, je dirais presque affectives. C'est-à-dire que c'est la langue de son enfance et que probablement elle se sent bien là-dedans, parce que ça la remet dans son enfance. Et si elle a peut-être en plus de ça vécu des expériences pas très agréables en France, j'en sais rien, hein, bon, peut-être qu'inconsciemment, finalement, le français, elle le rejette un peu. Moi, je crois que c'est un choix, parce que parfois, il prononce des mots en français, donc je crois que c'est un choix. Moi, je crois que c'est un choix. Oui. Parce qu'il est un peu... Voilà, c'est un choix. S'il comprend, faut pas... Voilà. S'il comprend, c'est un choix. Comment vous savez que je parle de Madame Comment vous avez deviné? Non, mais il ne faut pas non plus chercher parfois à midi à 14h, Peut-être qu'on peut passer au vous avez des buffet, patients... ceux qui veulent. Puis on va continuer à... Non, vous avez la dernière chose. Vous avez des patients qui ne veulent rien faire en animation. Alors vous vous dites c'est embêtant et tout, etc. Mais ils ont le droit. Je veux dire, il y en a, c'est leur plaisir de ne rien faire. Nous aussi, on pourrait éventuellement avoir ce choix-là. Donc, il ne faut jamais oublier que ce ne sont pas que des malades, ce sont aussi des gens qui ont des choses qui leur plaisent et des choses qui ne leur plaisent pas. Mais parfois, nous, ça me dérange de les voir de rien faire aussi. Je ne sais pas si, si tout le monde participe, par exemple, à une animation. Mais c'est l'animation, ça va encore, mais s'ils ne veulent pas manger. Ah non, Voilà. ça c'est autre chose, là c'est un autre sujet. On rentre dans autre chose. Moi je crois que l'animation, si vous voulez, il faut proposer, il faut un petit peu assister, mais il ne faut pas non plus s'acharner. Et le droit à la paresse doit être respecté chez les malades. Pas que chez les malades. Voilà, on va terminer là-dessus.